Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribde. On est très heureux d'accueillir Marianne Rubinstein ce soir à la librairie Caribde pour la parution donc de Détroit dit-elle qui vient de paraître aux éditions Verticales. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, évidemment, il y a Détroit dans le titre et on a tous entendu parler de Détroit à plusieurs titres. On a entendu parler de Détroit depuis la crise évidemment de 2008. On a entendu parler de la faillite de la ville. On a entendu parler de son centre-ville déserté, de la violence, du chômage, de la criminalité, de cet univers de ruines qui, quand on est des lecteurs de science-fiction comme nous, rejoint un peu les univers post-apocalyptiques, mais Détroit, c'est la réalité. Et puis à côté de ça, on a en tête toutes les autres images de Détroit, du berceau de l'industrie automobile américaine, du symbole de ce capitalisme industriel, de tout ce qu'il pouvait avoir de superlatif, de fascinant, et puis de son effondrement. Donc ça fascine par tout ce que ça représente, et en même temps ce livre, il est différent de tout ce qu'on a entendu ou vu jusqu'à maintenant sur Détroit, et pour ça je trouve que c'est vraiment une prouesse, parce qu'il réussit à décrire l'économie, les dérèglements du capitalisme, d'une manière savante, informée, mais incarnée surtout, en les incarnant à la fois dans la ville et puis dans les individus, soit anonymes, que vous avez rencontrés au cours de votre résidence d'écriture, et puis leurs ancêtres, soit au travers évidemment d'individus très célèbres comme Henry Ford, qui ont marqué l'histoire de la ville. Donc on traverse voilà, dans le récit tous ces personnages. On va en parler. Et puis, l'autre chose remarquable dans ce livre, c'est le fait que vous avez distillé votre propre expérience, votre expérience de la lutte contre le cancer, et ça fait surgir, ça arrive comme des points, et ça fait surgir beaucoup de questionnements extrêmement féconds, extrêmement intéressants sur la stratégie de survie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui va renaître, toutes les fractures qui sont dans cette ville, qui sont présentées comme des métastases, et tout ça, c'est intéressant parce que Détroit est comme une espèce de grand corps malade et suscite des interrogations sur son avenir, sur sa survie et au-delà, la survie plus largement de nos sociétés. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé évidemment dans ce récit, c'est que depuis que j'ai lu Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin, c'est maintenant du passé, j'ai été très impressionnée par l'invention sur la forme. Et là, c'est quand même enfin, j'avais adoré les deux précédents chez Vertical, et là c'est une véritable prouesse parce que je trouve que c'est un exercice ambitieux et que ça fonctionne très bien pour faire résonner l'intime et puis l'histoire collective, et puis pour entremêler les sujets de l'impact de l'économie sur nos vies et puis la lutte pour la survie. Voilà donc un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je voulais peut-être pour démarrer, le livre en fait au début démarre sur cette impression de vertige, le sentiment d'évolution du monde qui a un côté incontrôlable, l'évolution de la technologie, tous les conflits, l'innovation, et aussi avec ça l'impression d'une angoisse rampante qui imprègne la société, où les gens en même temps cherchent sans cesse à se rassurer face à ce qu'ils contrôlent plus, voire ce qu'ils ne comprennent plus. Et à côté de ça, dès l'entrée du livre, vous parlez de votre vie, de l'économie et de vos connaissances en matière d'économie, et puis de l'écriture comme moyen de se raccrocher, de comprendre et de se raccrocher au monde. Et j'ai trouvé que c'était une entrée en matière formidable parce qu'elle permettait déjà à la fois d'accrocher le lecteur dans le livre et puis d'expliquer un peu toutes ces facettes d'entrée de jeu et et d'accrocher le lecteur sur toutes ces facettes du livre. Donc je voulais savoir si ce vertige-là avait été en réalité un point de départ du livre. Oui, alors d'abord merci de votre invitation, merci de toutes les choses douces à entendre que vous dites sur Détroit dit-elle et les deux précédents. J'ai vraiment eu, au sortir de la maladie, c'est vrai que la maladie c'est une forme de confinement, en plus c'est presque
c'est pas un plein temps, mais disons que c'est au moins un mi-temps pour se soigner, aller à la chimio. Enfin bon, ça prend beaucoup de temps quand même. Donc, je me suis pas mal retranchée. Et c'est vrai que quand il s'est agi de revenir dans le monde, j'ai éprouvé quand même une sensation, un sentiment d'incompréhension que je devais avoir avant. Enfin, c'est toujours difficile de raconter l'histoire a posteriori, donc on a tendance à la simplifier. Je pense que les choses sont sans doute plus complexes, mais c'est vrai que quand il s'est agi de revenir dans le monde, j'avais le sentiment, j'ai eu ce sentiment de vertige. Les choses s'étaient encore accélérées. Et c'est vrai que quand on voit les 2, 3, 4 dernières années, on sent qu'on est dans une accélération des processus et donc j'avais vraiment besoin d'une lisibilité. Alors cela dit, pendant toute la période de la maladie, j'ai beaucoup écrit et j'ai pris aussi mes distances par rapport à l'économie telle qu'on l'a fait. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui Ghislaine est là et Ghislaine était, je me souviens la première fois que j'ai postulé pour un poste d'ATER à Paris 13, il y avait Ghislaine qui faisait partie de cette réunion de professeurs. Donc on apprend quand même quand on est économiste à écrire des articles d'une certaine manière. Il y a une forme de dressage du point de vue de la forme. Et je crois que être face à des enjeux de survie, en tout cas de réfléchir à l'éventualité de sa propre mort, ce qu'on fait forcément quand on est malade, ça permet de prendre aussi beaucoup de distance par rapport à tout ça. Et ça faisait déjà longtemps que j'étais pas très à l'aise aussi dans la forme obligée que devaient prendre les publications d'économie dans mon métier. Et donc je crois que il y avait la confluence de plusieurs choses. Il y avait la confluence de ma propre, du questionnement autour de ma propre survie, cette interrogation par rapport au monde que je comprenais pas très bien, et puis un point de vue aussi très critique sur la manière dont on écrivait l'économie, et vraiment la volonté de casser complètement les codes. Et voilà, ça j'avais très envie d'être assez radicale sur la manière de parler d'économie, et voilà, justement en incarnant le point de vue plutôt qu'en le désincarnant. Oui, c'était ma deuxième question en fait sur la forme. Pourquoi raconter l'économie de cette manière? Et alors j'ai trouvé dans les interviews que vous aviez fait, enfin une phrase que vous avez écrite que j'aimais beaucoup, qui est l'espace d'écriture est une terre adoptée. Et moi je trouvais que pour vous l'espace d'écriture est une terre inventée à chaque livre. Et puis donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'était cette capacité à incarner la grande histoire et l'économie combinée dans des destins individuels, avec des chapitres qui s'enchaînent les uns après les autres comme tenus par un fil. À un moment, vous parlez de ça, de l'enchaînement en vous référant à un jeu d'enfant, une comptine d'enfant. Du coup, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a à la fois une volonté d'expliquer ce qu'est le capitalisme, de raconter, de stimuler, mais tout ça sans jamais tomber dans les travers de l'essai, sans aucune pesanteur. C'est formidable pour un esprit curieux, agile, c'est extrêmement stimulant. Donc je voulais savoir, oui, pourquoi vous aviez choisi de parler d'économie de cette manière, et puis comment vous aviez construit la forme de ce récit. Je me suis un peu, j'étais vraiment très inquiète en fait, vraiment dans le doute parce que j'avais 3 récits, donc celui de la maladie, celui de Détroit, des gens que je rencontrais, celui de l'économie en général. Je savais pas très bien comment les mettre ensemble. Et puis vous parliez de cette comptine. Je me souviens même pas comment c'est venu. J'étais on fait beaucoup de navigation l'été. Et je me souviens que j'étais sur le bateau et j'ai commencé à regarder 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson. Et puis j'ai vu que c'était une anadiplose, c'est-à-dire une anadiplose, c'est quand on répète le dernier mot d'un vers comme premier mot du vers suivant, mais que c'était une anadiplose particulière puisque là c'était la répétition de la dernière syllabe. Et je me suis dit mais finalement, est-ce que moi je ne peux pas aussi faire une espèce, donc ça s'appelle une dorica castra, qui est elle-même une dorica castra, c'est-à-dire 3 petits chats. Et je répète chat, chapeau de paille, paillasson, etc. Donc c'est une anadiplose particulière qui est la répétition du dernier son. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement ne pas essayer de juxtaposer ces éléments en prenant la dernière idée, quelque chose qui est pris au vol, la dernière idée au vol qui va être le début du chapitre suivant. Alors il n'y a rien de systématique, mais c'est
Et je trouvais que ce qui était très beau dans cette petite comptine des trois petits chats, c'était justement le fait que ça fait boucle et que finalement la somme est plus, enfin le total est plus que la somme des parties. Il y a vraiment, ça fait une chanson, ça fait quelque chose qui est homogène, même si tous les éléments sont hétérogènes. Et donc je me suis dit, mais voilà, pourquoi ne pas inventer une forme que je vais appeler Dorica Castra, qui serait ce mélange de d'éléments a priori complètement incompatibles entre eux, qui est le récit personnel, l'histoire d'une ville et puis l'économie, et avec toujours ce souci de faire de l'économie un objet littéraire. Et vous disiez autre chose, alors il y a des gens qui sont gastronomes et qui aiment bien mélanger les saveurs. Moi j'aime bien mélanger le léger et le lourd, en fait. Voilà, ça me plaît beaucoup de mélanger. Récemment, là, il se trouve que j'ai lu une recension sur le journal de Yael Kopman qui est là, et la personne qui avait écrit cet article, qui a un blog, disait que justement là aussi c'était un mélange de léger et de lourd. Alors des fois souvent d'ailleurs on apprend des choses sur ce qu'on fait quand on lit les recensions qui y sont faites, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait. Mais c'était déjà le cas avec, je crois, avec C'est maintenant du passé, c'est-à-dire finalement, voilà, c'est-à-dire ce mélange du léger et du lourd, je sais pas exactement pourquoi je fais comme ça, mais ça me plaît. Je crois que c'est aussi une façon de dédramatiser, d'enlever du pathos, et puis il y a sans doute une problématique de survie qui court dans tous les livres, c'est-à-dire que si on se met des cendres sur la tête et qu'on ne cesse de s'apitoyer, on va pas vers la vie. Donc cette volonté aussi d'alléger, je pense que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la vie, de la survie. Voilà, donc ça me plaît beaucoup de mélanger les textures en réalité, d'essayer de faire un tissu qui n'est pas homogène avec bon là pour C'est maintenant du passé, j'avais utilisé l'image du patchwork, mais c'est quelque chose qui toujours m'intéresse de mélanger des textures différentes, et du léger et du lourd aussi, et du comique et du tragique. Voilà, j'aime bien. Et puis aussi du collectif et de l'individuel. Et du collectif et de l'individuel. Je me souviens que j'avais une fois interviewé Amos Oz, mais je vais sans doute très mal citer ce qu'il m'avait dit, mais il m'avait dit que finalement alors je crois qu'il citait lui-même Tchekhov, enfin voilà, c'est des citations à tiroir, mais que c'était quelque chose comme finalement le tragique et le comique c'est la même chose, c'est juste qu'on regarde pas de la même fenêtre en fait, voilà, quelque chose comme ça. Mais moi ça m'avait beaucoup plu, mais comme toujours je suis dans l'incapacité de citer bien les choses. C'est pour ça que j'écris, parce que j'ai une mémoire catastrophique et je ne me souviens jamais de rien. Alors pour revenir à la ville de Détroit, donc Détroit a été beaucoup racontée, et notamment beaucoup racontée jusqu'à maintenant à travers sa géographie urbaine, parce que voilà, elle stimule l'imaginaire, elle fascine, avec les ruines, le côté fossilisé, devenu quasiment fantomatique de la ville. La violence aussi, enfin la ville semble complètement à la fois ensauvagée, éparpillée. Mais c'est pas du tout ça que vous faites dans le livre, même si à un moment vous parlez de la fascination pour les ruines. Vous l'incarnez, la ville, à travers ses habitants, ou à travers ceux qui l'ont habitée. Donc je voulais savoir comment c'était passé, puisque vous avez été en résidence là-bas. Comment ça s'était passé, et qu'est-ce qui vous avait amené Mais en fait, quand j'ai eu cette fameuse mission Stendhal, donc pour partir à Détroit, et que j'ai commencé à me renseigner sur la ville, je me suis rendu compte que c'était une idée un peu hasardeuse et que c'était quand même compliqué, parce que c'est une ville. Alors c'est difficile de se la figurer. C'est une ville assez plate en fait. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles hauts, parce que c'est vraiment la ville du rêve américain d'avoir une voiture, une maison individuelle. Donc il y a il y a peu d'immeubles finalement. Et c'est une ville extrêmement étendue. Alors, l'image qui court très souvent, c'est que la superficie de Détroit équivaut à Manhattan, plus Boston, plus San Francisco, pour la partie terre de ces trois villes, puisque, notamment San Francisco, il y a aussi une partie de propriété, enfin, sur la mer. Mais donc c'est plus grand que Manhattan, plus Boston, plus San Francisco réunis. Voilà. Et donc c'est une ville extrêmement étendue, avec aujourd'hui finalement assez peu d'habitants, puisqu'il y en a moins de 700 000.
Et donc, effectivement, quand j'ai eu cette mission Stendhal et que je me suis dit que là, il fallait me renseigner sérieusement, je me suis trouvée assez inquiète parce que euh, les logements, alors même si c'est une ville en très mauvais état, bon, il y a du Airbnb, mais en tout cas, les hôtels sont assez chers parce qu'il y a encore des conventions automobiles, et ce qui fait que durant la semaine, les hôtels restent très, très onéreux. Et puis, il n'y a pas de transport en commun, ou alors très peu. Et j'avais rencontré l'ex-consul de Chicago à Paris qui m'avait dit que une étudiante blanche française de Sciences Po qui avait pris les transports en commun à Détroit, on lui avait dit, une dame noire qui était montée dans les transports, elle lui avait dit, il faut arrêter de prendre les transports en commun, c'est beaucoup trop dangereux, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, a priori, je pourrais pas prendre les transports en commun. Bref. Donc j'étais un petit peu embêtée et surtout que c'est aussi la ville la plus dangereuse des États-Unis. Je me suis dit bon, je vais louer une voiture, mais si je me retrouve à un moment donné dans un cul-de-sac, quand on connaît pas, on se dit tout est possible. Voilà. Et finalement, il se trouve que on m'a mis en contact avec une femme qui s'appelle Nancy Jones et qui a proposé de me loger là-bas et de me conduire. Alors j'étais extrêmement soulagée et un peu inquiète. Elle ne lit pas le français, donc j'ai glissé dans le texte que j'avais fantasmé qu'elle était une sorte de misery qui allait peut-être me contraindre à suivre tous ses désirs, mais entre-temps, elle s'est mise à lire le livre avec un dictionnaire, donc elle m'a envoyé un petit post en disant, très rigolo, enfin, elle a beaucoup d'humour, en disant, je ne suis pas Misery, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, après avoir lu le livre, mais ça a été tout à fait providentiel parce que c'est quelqu'un qui est né à Détroit, qui a travaillé pendant des années au Grand Musée de Détroit, qui connaît très très bien la ville, et qui m'a fait rencontrer plein de gens. Et puis moi, en plus, j'avais un petit réseau de mon côté, donc du coup, ça, ça a permis ça m'a permis de voir beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Alors, puisque vous parliez de l'immobilier un petit peu et de la façon dont la ville était construite, c'est au cœur du livre. Et alors récemment, on a reçu ici chez Carib un auteur allemand qui s'appelle Reinhard Tirgel, qui raconte dans son dernier roman qui a été traduit en français, qui s'appelle Le Silence, il raconte un siècle d'histoire allemande et de guerre, donc au travers de l'histoire d'une famille et des menaces de dépossession de cette famille de leur propriété. Et donc le sujet de la propriété et de l'expropriation, c'est un point de convergence à la fois des questions économiques et des questions intimes. Et la dimension de géographie urbaine du livre, de Détroit dans le livre, vous l'évoquez aussi à travers la question immobilière, puisque Détroit a été une des villes où, au moment de la crise des subprimes et après, il y a eu de mémoire 65 Oui, 70 65 000 000 maisons saisies. ouais. Et puis, alors il y a en plus tous ceux qui n'ont pas payé leurs taxes de la ville. Par exemple, quand on paye pas la facture d'eau, etc. Où là, on peut être aussi Vous avez peut-être pas fini votre... Non, mais je me demandais justement si cette question de l'immobilier était au cœur de... J'avais l'impression que c'était aussi au cœur de vos préoccupations économiques. Oui, non, mais je suis une passionnée de l'immobilier. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant pour justement, c'est à la charnière de l'intime et du collectif. Moi, je fantasme beaucoup sur les maisons. J'ai écrit des articles d'économie sur l'immobilier. La grande crise au Japon des années 90, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est une crise à la fois boursière et immobilière. La crise de 2008, elle débute avec de l'immobilier. En fait, l'immobilier est à la fois un actif qui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, voit sa valeur varier très très fortement. Enfin, maintenant, je crois que les gens commencent à être conscients de ça, et sur lesquels il y a des véritables bulles qui se forment, et quand la bulle explose, bah, ça crée des dérèglements terribles. Au Japon, ça a eu pour conséquence que les banques qui avaient massivement investi dans l'immobilier se sont traînées des créances douteuses, c'est-à-dire elles avaient octroyé des crédits à des entreprises qui faisaient de l'immobilier dont elles savaient pertinemment que jamais ils ne seraient remboursés. Et donc ça a mis en faillite, enfin en quasi, pas en faillite, mais en grande difficulté tout le secteur bancaire japonais pendant des années. Donc l'immobilier est un véritable enjeu
économique, et en même temps, ça joue en permanence sur nos vies, ça nourrit, alors moi ça nourrit mes fantasmes, parce que encore une fois, moi j'adore, l'immobilier m'a toujours passionnée, et, euh, et voilà, donc je trouve que effectivement c'est une bonne clé pour saisir ce qui se passe, parce que c'est à la frontière de tout ça, et aujourd'hui, le maire de Détroit a dit que peut-être en 2016, pour la première fois à Détroit, on va stopper l'hémorragie de population, qui est une vraie catastrophe, parce que toutes les infrastructures urbaines sont faites pour une ville de 2 millions d'habitants, et là, il y a très peu de taxes qui sont levées, donc ils ont du mal à entretenir le réseau d'eau, enfin bref. Donc peut-être qu'ils vont stopper l'hémorragie, et une des raisons, c'est le côté extrêmement attractif du prix de l'immobilier à Détroit, qui fait que il y a des gens qui peuvent plus s'installer à Brooklyn, qui vont commencer à être attirés par Détroit. Voilà, il y a Oui, une on a espèce de... l'impression que c'est ça qui a créé à la fois la chute et la renaissance. Mais oui, maintenant. oui, il y a un rêve américain de la maison à 500 $, ou de la maison même qu'on vous donne. Alors, comme la ville a saisi énormément de maisons, la ville est propriétaire de beaucoup, beaucoup de maisons, hein. Donc, les conditions dans lesquelles elle donne les maisons ne sont pas toujours très, très claires, et il faut la remettre en état assez vite, ce qui fait que parfois les gens sont un peu réticents finalement à passer par ce créneau-là pour acquérir une maison, et préfèrent l'acquérir via le secteur privé sans condition. Mais il y a énormément de maisons qui sont à des prix défiant toute concurrence. Enfin, ça coûte rien. Ça coûte rien, au contraire, on vous aide. Donc, le foncier est probablement effectivement l'artisan, enfin aujourd'hui l'artisan de la Renaissance de Détroit, aussi pour les milieux d'affaires, puisque quelqu'un comme Dan Gilbert, qui est un des milliardaires de la ville, a aussi beaucoup contribué à faire que les Chinois, enfin bon, les grands groupes financiers s'intéressent, alors non pas aux petites maisons à 500 $, mais au skyline, au gratte-ciel du centre-ville. Donc il y a deux niveaux d'intérêt en fait, au moins deux. Voilà. Est-ce que vous voulez... Oui. Voilà. On va dire un extrait. Ce que j'essaie de comprendre, c'est donc la texture de ce nouveau capitalisme édifié sur les ruines du vieux capitalisme industriel, celui-là même qui avait fait la grandeur de Détroit. Et où, mieux que là-bas, pourrais-je saisir cette juxtaposition de l'ancien et du nouveau, avec d'un côté ces 90 000 bâtiments désaffectés, et de l'autre cette floraison d'initiatives dans une ville devenue si peu chère qu'elle permet toutes les expériences. J'arrive à Détroit le 9 avril 2015 pour un mois, avec un petit intermède en Californie. Avant de prendre mon billet d'avion en mars, je me suis assurée que tout allait bien, scanner, prise de sang, comme cela avait été prévu lors de la dernière séance de chimio, 12 mois auparavant. Oui, tout va bien, me dit le docteur O, mon oncologue, et je repars de la consultation avec 2 bises, une tape dans le dos, et l'impression, après 2 ans et demi passés dans l'ombre de la maladie, de pouvoir en sortir enfin. À l'aéroport de Wayne County, Nancy Jones m'attend, qui a donc gracieusement accepté de me loger et de me conduire durant mon séjour. Une proposition que je me suis empressée d'accepter, tout en me demandant pourquoi cette femme se montrait si accueillante et disponible avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Serait-elle une sorte de Misery, comme dans le film tiré du livre de Stephen King, qui enferme l'auteur pour qu'il se plie à ses désirs? C'est en fait une petite dame un peu ronde, de 70 ans, des cheveux blancs, une canne, des yeux perçants. Quand j'ai lu le mail de Fabrice, je me suis dit qu'il fallait que je vous aide, parce que sinon vous n'alliez pas vous en sortir, m'explique-t-elle en anglais tout en conduisant. J'apprends vite qu'elle est née à Détroit, qu'elle a travaillé pendant 28 ans au Detroit Institute of Arts, le fameux musée dont la ville en faillite avait envisagé de vendre les œuvres et où l'on peut voir les immenses fresques murales de Diego Rivera, et qu'elle vit désormais à Huntington Woods, une banlieue toute proche. Dans les jours qui suivent, on rencontre du monde, beaucoup de monde, et l'on parle aussi de nous, de nos proches, de la vie. Nancy me raconte son enfance à Détroit et ses étés à Pleasant Lake, comme un petit concentré de l'histoire de la ville et de l'Amérique. L'histoire de Pleasant Lake commence par l'achat en 1941 d'un bout de terre vallonnée en forme de fer à cheval, entourant un lac et doté d'une plage, à 10 miles à peine de Détroit, par un groupe de juifs ashkénazes engagés à gauche.
La plupart n'étant pas en mesure de payer leurs contributions, ce sont les 2 plus riches qui ont fait l'avance, chargent ensuite aux autres de rembourser 210 $ par famille, une sacrée somme à l'époque, pour avoir le droit de disposer d'une parcelle de terrain communautaire, tirée au sort, ou installer un cottage en bois pour passer l'été. C'est cette parenthèse estivale renouvelée chaque année qui, selon Nancy, la sauvera d'un père joueur, destructeur et manipulateur que sa mère avait épousé en secondes noces après le décès de son premier mari engagé dans les brigades internationales et mort au combat en 1936 en Espagne. Nancy m'a beaucoup parlé de cette communauté de Pleasant Lake et j'en ai encore appris davantage en lisant ses mémoires. Son grand-père s'est battu à Odessa en 1905, puis a émigré en Amérique après l'échec de la Révolution. Et toujours, quand elle voit le landau dévaler l'escalier dans le film d'Eisenstein, Nancy pense à lui. L'Amérique, où ses enfants naîtront, qui connaîtront le yiddish avant l'américain. C'est lui qui achètera pour 210 $ ce droit de disposer d'une parcelle de terrain pour installer un cottage où Nancy passera tous les étés de son enfance et de son adolescence. Mais au-delà de son grand-père, l'histoire des membres de Pleasant Lake traverse aussi celle du XXe siècle, l'histoire avec sa grande H, comme l'écrivait Georges Perec. Ainsi de Jack Baroff de Pleasant Lake, qui participa en tant que sergent à la libération des camps. Des années plus tard, il apporte sa montre à réparer. Le bijoutier lui demande d'où lui vient cette belle montre. Baroff répond qu'elle appartenait à un officier allemand. Ils se mettent à évoquer la guerre. Qu'un jour, il rencontra un groupe de survivants des camps, affamés, cherchant de la nourriture au dehors. Ils n'avaient jamais vu de soldats américains, et combien ils furent surpris alors de l'entendre parler yiddish. Puis il ordonna de tuer un cheval afin qu'il puisse avoir de la viande. « Je vous connais, dit le bijoutier, je vous connais. J'étais au camp, trop faible pour me déplacer après la fuite des nazis. Les autres sont revenus avec de quoi manger. Ils m'ont dit qu'ils avaient croisé un officier américain, un juif qui leur avait parlé en yiddish. Le premier soldat américain qu'ils voyaient. » Ainsi de Molly Gerstein de Pleasant Lake, qui prit un jour de congé en 1911 de l'atelier de confection où elle travaillait avec sa belle-sœur à New York, parce qu'elle avait eu un ticket pour aller à l'opéra. Ce jour-là, l'immeuble prit feu dans l'incendie du Triangle Shirtwaist, sans que les ouvrières n'eussent la moindre chance de sortir. Elles s'étaient enfermées à l'intérieur, comme il était d'usage à l'époque dans les ateliers. La belle-sœur de Molly Gerstein avait 17 ans. Elle fut l'une des 145 victimes de cet incendie qui émut l'Amérique et contribua par la suite à modifier les conditions de travail dans les ateliers. Ainsi de tous ceux de Pleasant Lake qui furent de la Ford Hunger March de 1932, démonstration de force syndicale devant l'usine rouge de Ford qui se solda par la mort de 5 manifestants, dont Joe Bussell, le fils de Sam Bussell, qui, avec Léon Gray, fera 9 ans plus tard, en 1941, l'avance pour l'achat du terrain autour du lac, afin que les familles puissent respirer au grand air durant l'été et que les hommes, chaque soir, reviennent s'y baigner après leur journée de travail en ville, au moment même où les nazis testaient le Zyklon B à Auschwitz I. Voilà. Merci. Donc il y a cette communauté de Pleasant Lake, et puis à côté de ça, il y a un autre personnage évidemment très important dans le livre qui est Henry Ford. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment, l'histoire du capitalisme industriel à Détroit, elle est aussi énormément liée à la Seconde Guerre mondiale et à toute la production d'armement qui a eu lieu là-bas entre 1942 et 1945. Puisque la production des automobiles a été complètement cessée à ce moment-là et que les usines se sont mises à produire des chars, des jeeps et des bombardiers. Mais 4 ans plus tôt, et c'est ce que vous racontez dans le livre, Henry Ford, qui était un antisémite notoire, a reçu la Grand Croix de l'Ordre suprême nazi. Et puis vous tissez un lien aussi dans le livre entre le gigantisme des usines de l'époque et des usines Ford en particulier, l'état de santé absolument déplorable des salariés et évidemment un lien même lointain avec les camps. Et Henry Ford apparaît du coup comme un personnage pivot du livre et aussi toute cette histoire en lien avec ce que vous avez écrit précédemment. Voilà, donc j'aurais bien voulu que vous nous parliez de lui et
de ce lien qu'il y avait entre le livre et les précédents. Ce qu'on sait, c'est que Hitler avait une grande admiration pour Henry Ford et il y a eu une journaliste du Detroit News qui est allée interviewer Hitler dans les années 30 et Hitler avait le portrait de Ford dans son bureau et donc l'ambassadeur d'Allemagne il a remis à Ford aux États-Unis donc cette grande croix pour ses, je crois, 70 ans. Donc effectivement, Ford était un antisémite notoire. En même temps, il y a eu une étude très, très poussée sur Détroit qui a été faite par un historien qui s'appelle Thomas Sugrue et qui montre que par rapport à l'emploi des Noirs, Ford était plutôt une entreprise moins raciste que les autres. Alors, c'est toute notre ambivalence par rapport à ce capitalisme industriel, c'est-à-dire que je raconte à un moment donné que un autre personnage extrêmement complexe et antisémite qui est Céline visite les usines Ford et il en fait un rapport lui-même très, très contrasté, c'est-à-dire en disant que les hommes sont traités comme des animaux, mais qu'en même temps, ils gagnent de l'argent et qu'ils ne sont pas dans les hospices et il s'interroge sur la pertinence, peut-on dire, de faire la même chose en France. Enfin, il dit ils sont maltraités, mais en même temps, voilà, est-ce qu'ils sont actifs bon, et il parle de l'usine celle qui a précédé la construction de l'usine rouge, où il fait une liste absolument catastrophique de l'état de santé. Alors, c'est pas forcément que travailler chez Ford les rend malades, c'est qu'ils étaient déjà malades. Hein, c'est-à-dire que Ford embauchait des gens qui étaient aussi en très très mauvaise santé. Alors, ça ne s'arrangeait sans doute pas, mais à l'époque, il a beaucoup travaillé avec l'architecte Albert Kahn, et c'est là où le bilan est quand même compliqué à faire. Ford a mieux payé les ouvriers que ce qu'ils étaient payés auparavant pour faire des tâches répétitives et insupportables. Donc voilà. Et en même temps, il a construit avec Albert Kahn des usines où l'air était beaucoup moins vicié qu'auparavant parce que Albert Kahn et son frère avaient déposé un brevet de béton armé et donc ils pouvaient faire des usines avec beaucoup plus de clarté, des espaces beaucoup plus grands, alors avec un bruit horrible, hein, voilà. Mais je pense que ce qu'on peut dire sur Ford, qui était vraiment un odieux personnage, c'est aussi ce qu'on peut dire sur le capitalisme industriel de façon générale. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose qui était extrêmement structuré et rassurant dans ce capitalisme industriel qu'on a perdu, même si en même temps c'était une aliénation complète. Voilà. Donc c'est un peu ça que j'avais envie de raconter, à la fois l'aliénation qu'était ce travail à la chaîne, et en même temps ce cadre rassurant du travail qui a permis, puisque c'était le modèle de Ford, d'accéder à la consommation de masse et qui est un cadre finalement pour lequel il y a une certaine nostalgie, même si c'était insupportable de travailler 10 heures par jour à visser un truc. Enfin, celui qui a le mieux décrit ça, c'est Chaplin. Hein. Il était aussi allé visiter Ford. Hein, et voilà, toute cette aliénation, je crois que c'est lui qui l'a le mieux vu. Hein. Et alors finalement, qu'est-ce que vous avez voulu dire ou raconter sur le capitalisme post-industriel ? Alors en fait, j'ai pas mon point de vue n'était pas moral. Mon point de vue, c'était de le saisir, qu'il devienne qu'il soit incarné. Voilà, c'est-à-dire c'était d'essayer de le comprendre. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un peu comme dans nos sociétés occidentales, on oublie la mort parce qu'elle est plus apparente, parce qu'il n'y a pas des chiens morts dans la rue, parce qu'on ne voit pas tellement de morts et qu'elle est confinée dans les hôpitaux. Je pense que on avait oublié la question de la survie. On était dans une profusion telle qu'on avait oublié j'ai toujours en tête, parce que ça me frappait beaucoup quand j'étais enfant, mes grands-parents ils gardaient les enveloppes pour s'en servir comme de billets de commission. Voilà, on jetait même pas le papier des enveloppes. Et ben, ensuite on est rentré dans ce régime de la production de masse, consommation de masse, et on a pensé
que on s'éloignait de manière définitive, je pense, enfin je crois, de la survie, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dans des emplois relativement stables. Alors, pour les États-Unis, c'est surtout vrai de la classe moyenne blanche. La classe moyenne blanche, elle a tout d'un coup accédé à un certain confort, à une certaine sécurité. Et puis là, on arrive à un moment où la planète paraît toute petite, elle paraît endommagée, tous les problèmes écologiques. Le travail explose complètement et au milieu, c'est-à-dire jusque-là, c'était ceux qui étaient fragilisés, c'était les emplois à basse qualification, mais maintenant c'est le milieu. Alors en économie, on appelle ça la thèse de la polarisation. C'est-à-dire que c'est l'emploi se vide par le milieu, c'est-à-dire typiquement par les emplois de la classe moyenne. Donc tout d'un coup, eh bien, on n'est plus protégé. Voilà, donc on se retrouve finalement comme au 19e siècle dans une problématique de survie. Et alors cette problématique de survie, je pourrais aussi la décliner par rapport aux grandes innovations qu'on connaît, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on peut aussi réfléchir en termes de survie, parce que finalement la plupart, elles essaient de mieux utiliser le logement, Airbnb, les voitures, le transport. Finalement, c'est aussi une meilleure utilisation souvent. Alors en économie, on dirait des facteurs du capital, du travail, du patrimoine, voilà. Donc c'est aussi une problématique de survie, alors que jusque-là, on était plutôt dans le grand potelage, dans le gaspillage quand même. Donc voilà, je crois que c'est les deux choses que j'ai voulu dire. C'est-à-dire à la fois, je ne suis pas sur un point de vue moral du capitalisme, j'essaie moi de comprendre. Et deuxièmement, je crois qu'on est retourné dans une problématique de la survie qui avait été occultée. Il y a cette idée qui est souvent véhiculée parce qu'elle est assez simple à comprendre, que si tout le monde vivait comme les Américains pour reproduire les ressources utilisées, gaspillées en une année, il faudrait 4 planètes. Voilà. Bon. Mais il y a quand même l'idée que on est sur un modèle qui n'est pas soutenable. Enfin voilà. Donc ça crée une forme d'effroi et je pense que ça explique une partie des déconvenus, enfin des catastrophes, enfin on les juge. Alors là, j'ai un point de vue, effectivement, l'élection de Trump, moi je pense qu'il faut la comprendre comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette classe blanche qui pensait qu'elle était protégée, durablement protégée, eh bien, l'emploi est en train de se vider, justement, l'emploi auquel elle accédait, la dette des étudiants explose, quoi d'autre, le revenu médian stagne. Quand même, faut penser qu'aux États-Unis, depuis le revenu médian aujourd'hui des ménages, donc c'est vraiment le revenu de la classe moyenne, ça veut dire qu'il y a 50% qui gagnent plus et 50% qui gagnent moins, il est toujours inférieur à 1999. Donc voilà, on a une classe moyenne qui est complètement déboussolée. Donc je pense que c'est ça que moi j'ai compris et je me suis rendu compte que il était pertinent de saisir tout cela par la survie. Alors peut-être la troisième chose que je pourrais rajouter, c'est que ça ne veut pas dire que le capitalisme va mourir, puisque je pense aussi que le capitalisme a des capacités de survie exceptionnelles. Et je parle notamment des travaux de Boltanski et Capello sur la capacité qu'a le capitalisme. Voilà, livre formidable, hein, sur la capacité qu'a le capitalisme à modifier son esprit au cours du temps. Et alors dans ce livre, Boltanski et Capello montraient que la révolution managériale des années 90, finalement, c'était une incorporation par le capitalisme de la critique, et notamment de la critique 68 art, artistes, etc. Je crois que dans la dernière période, eh bien, il y a une incorporation par le capitalisme des exigences écologiques et puis de l'art dans les villes, etc., qui rendent finalement de manière assez affichée. Voilà, affichée et qui fait que finalement c'est un système extrêmement efficace, très très décentralisé et qui fait que je pense que même si le capitalisme est en train de se transformer, il a des capacités de survie remarquables et à mon avis il va pas disparaître. Mais voilà, ça c'est mon avis. Et alors d'où vient le titre
du livre? D'un hommage à Marguerite Duras, hein, c'est bien sûr. C'était intéressant de faire sonner des trois ditelles avec détruire ditelles, parce que ça parle aussi de destruction et de reconstruction, ce livre. Donc, et puis le dit-elle était important justement pour dans le contexte de cette petite révolution interne, alors là qui naît après, enfin que seuls les économistes peuvent appréhender, je veux dire, d'écrire de façon résolument, enfin seuls les économistes, j'en sais rien, mais disons que les économistes qui sont habitués à lire des articles, quand ils voient ça, ils se disent mais elle est folle, pourquoi elle a écrit comme ça? Donc il y avait aussi la volonté de faire entrer la subjectivité dans ce que je racontais, et ça c'est effectivement complètement en opposition à tous les codes formels dans l'économie, dans l'académie, effectivement. Et du coup, c'était une façon de souligner cette dimension subjective assumée, en fait. Voilà. Donc ça, c'était Bon, mais l'histoire des titres est toujours d'une grande complexité. Voilà, c'est toujours très compliqué de choisir. Alors, à un moment donné, j'ai dit ça à mes éditeurs, Yves Pagès et Jeanne Guyon, et ils m'ont dit, celui-là nous semble bien. Mais voilà, ça a été un long processus d'élaboration. Alors, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de C'est maintenant du passé, puisqu'on parlait tout à l'heure de forme et d'invention. Donc, celui-là, il est paru en 2009. Et donc, dans ce livre-là, vous enquêtez sur les traces de votre famille, donc de vos grands-parents et d'autres membres de votre famille qui ont été déportés, assassinés par les nazis, et tout en évoquant, en contrepoint de ça, la poésie, ou en tout cas un certain nombre d'ouvrages japonais, notamment les notes de chevet de Shonagon. Et les deux sont entremêlés de façon extrêmement fluide, et ça fait donc un livre qui pour moi est un miracle justement de gravité et de légèreté. Et je voulais savoir comment s'était opéré ce rapprochement entre les deux, et pourquoi vous aviez choisi de faire ça. Ben, en fait, je sais pas très bien vous répondre. J'étais fascinée par le Japon. Alors, j'ai commencé à approcher le Japon par l'économie, là aussi. Par l'immobilier? Non, par la crise financière, bah, toujours à cette époque où j'étais à Paris 13, avec un de mes collègues et amis. On a écrit un livre sur la crise financière au Japon, et puis ensuite j'ai eu l'occasion d'y aller. Et ça me fascinait, je ne sais pas. Et puis alors, Sei Shonagon, alors j'avais vu aussi le film de Peter Greenaway sur sa variation sur les notes de chevet, et je crois que c'est à cette occasion-là j'avais acheté ce livre, et j'ai durablement fascinée par ce livre que je trouve incroyable. Et après, alors si je rationalise ensuite, pourquoi j'ai tissé ensemble ce récit à la fois de l'histoire familiale et de la recherche avec mon père, avec la littérature japonaise, je dirais que c'est parce que je savais très peu de choses, en fait. Et ce qui est fascinant avec le haïku, c'est la capacité de saisir en très peu. C'est Barthes qui dit tout d'un coup le haïku, on dit c'est ça, quoi. Voilà, les pieds euh, les pieds qu'on met sur le mur l'été parce qu'on a trop chaud à la plante des pieds pour rafraîchir, ou c'est une façon presque photographique de saisir le monde. Et comme moi j'avais très peu de choses notamment sur mes grands-parents, je trouvais que c'était intéressant d'essayer de les traiter comme du haïku, parce que le haïku permet de saisir toute la vie, mais juste sur une petite scène, voilà. Et ce qui pour moi est comme du haïku, c'est par exemple une anecdote qui a été transportée, que mon père a recueillie quand il est allé interviewer des gens qui connaissaient sa mère, et une femme lui a dit que ma grand-mère confondait Mussolini et Messalina, et elle était sortie avec un garçon, et qu'elle avait confondu les deux, et qu'elle était revenue très honteuse
et que ce sentiment de manquer de culture, de pas avoir été suffisamment à l'école, était quelque chose pour elle qui était... Et je trouvais que cette vignette, finalement, cette anecdote, me semblait-il, raconter beaucoup d'elle-même. Voilà. Donc ça, c'était la première chose, la capacité de saisir. Et puis, alors, si j'en arrive aux notes de chevet, je trouvais que justement ce côté quotidien aussi des notes de chevet, c'était tout ce qui manquait dans le livre, donc c'était une façon aussi de rajouter, enfin pour plein de raisons. Et puis il fallait créer une respiration. Il y a en particulier un moment donné où je retrouve quelqu'un qui était dans le même convoi que mes grands-parents, qui est parti de Drancy, donc jusqu'à Auschwitz. Et ce monsieur, qui avait 17 ans, je crois, à l'époque, me raconte très précisément comment ça s'est passé. Et moi, quand je retranscris, je me dis, j'étouffe moi-même, et je me dis, il faut mettre une respiration. Et il se trouve que ce monsieur m'a raconté que quand ils sont sortis de la cité de Drancy pour prendre le train pour Auschwitz, ils ont regardé le ciel, et il y avait une éclipse de lune, et la mère de ce monsieur a dit, tu vois, même la lune se cache pour ne pas voir notre malheur. Et donc ensuite, il raconte tout le récit, et voilà, au milieu du récit, parce que moi-même j'ai étouffé, et je pensais que le lecteur aussi étoufferait, que c'était trop, j'ai mis un haïku sur la lune, enfin voilà. Donc il y a plein de raisons qui font que ça me semblait intéressant de juxtaposer la littérature japonaise, et puis oui, c'est cet alliage du léger et du lourd, c'est créer des rapprochements inattendus, mais qui ont du sens. Enfin bon, je crois que c'est un fil c'est de remettre de la vie aussi, voilà, pour pas être uniquement dans la chose morbide, tout ça. C'est un rapprochement, un alliage qui fonctionne merveilleusement bien et qui est un fil, je pense, de tous ces livres. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez intervenir. Sinon, on peut continuer la discussion autour d'un verre. Une question, non. Sinon moi, ce qui m'a frappé dans ce dernier livre, c'est votre talent à mêler justement l'intime et le collectif. Et je sais que je suis très chieuse, moi, en tant que lectrice là-dessus. Et j'ai vraiment été mais super touchée, quoi. Et je vous envie beaucoup. Je trouve ça formidable. sur plein de choses. Pardon. Voilà, sur l'humour aussi. Cette légèreté. Et voilà. Mais donc chapeau. Merci beaucoup. Mais j'ai beaucoup plus d'humour dans les livres que dans la vie. Ah bon? Je mets tout mon humour dans les livres. Je raconte mieux les histoires dans les livres que dans la vie aussi. Parce que quand je raconte des histoires, c'est, vous savez, dans Gottlieb, là, justement, la rubrique à braque, là, celui qui sait pas raconter les histoires, là, je sais pas si vous connaissez ces deux planches du fou qui repeint le plafond et l'autre qui lui dit, voilà. Voilà, moi, j'ai adoré ce truc-là quand j'étais petite, et heureusement que j'ai l'écriture, parce que je raconte très mal les histoires, mais dans l'écriture, je peux vraiment ménager mes effets, y revenir 15 fois, et au bout de la 15e fois, ça va, j'arrive à aller droit au but, mais sinon, je raconte très très mal les histoires. Mais bon, c'est bien, du coup, ça permet de parler de Gottlieb, parce que... Mais sur Gottlieb, c'est pareil, j'ai mis un truc sur Facebook, et vous parliez de l'intime et du collectif, et pourtant je savais à quel point Gottlieb était connu, mais pour moi, rubrique à braque, je me suis rendu compte que je n'avais jamais parlé avec personne du fait que j'ai lu et relu et re-relu rubrique à braque quand j'étais enfant. Parce qu'on a lu très jeune. Ah oui, c'est ça. Enfin, ouais, c'était... Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tous, c'est ça qui est intéressant, on faisait le truc je me souviens de Pérec, quoi, qui est... Et Péricolosos. Et Péricolosos pour Jersey. Ça, c'est vrai que ça nous a tous marqués. C'est vrai que... Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je me demandais quel était le résultat des élections, des dernières élections américaines à Détroit. Est-ce que ça confirme ce qu'on peut deviner par rapport à ce que...
C'est-à-dire que Trump a fait un résultat faramineux. Ben, en tout cas, dans le Michigan, où il votait depuis 30 ans démocrate, c'est passé rouge, enfin rouge, c'est-à-dire que Trump. C'était ça sur les cartes, hein, c'était inversé, c'était bleu. Oui. Mais c'est un des États où un recomptage a été envisagé. En tout cas, oui. On parlait justement si on parlait de recomptage, c'est parce que l'écart était faible, alors que historiquement, il était énorme en faveur des démocrates. Il y a de grosses actions pour que ce soit recompté. Là, hein. Détroit lui-même, ils ont voté. Alors moi j'ai eu du mal à avoir l'information, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais ils ont, d'après les informations que j'ai eues, je crois qu'ils ont voté démocrate, mais les Noirs sont quand même, hein, c'est ce que j'ai eu aussi. Ouais. La ville même de Détroit. Ouais, a voté démocrate. Ouais, mais parce que à Détroit il y a 85% de Noirs et que quand même globalement les Noirs n'ont pas voté. Même avec un taux d'abstention énorme. Ouais. Oui, ils se sont beaucoup moins déplacés que c'était une des raisons de. 83% de Noirs. Alors ça aussi, c'est des choses incroyables à Détroit, c'est ce grand changement, une ville qui était à 85% blanche. Et... Qui donne à plus de voix que Donald Trump, mais on ne va pas revenir sur le système électoral américain, qui est quand même un truc un peu particulier. Ben, merci beaucoup. Je propose qu'on continue la discussion autour d'un verre. Bravo. Merci.